Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. La situation épidémiologique est toujours stable. Ici en Guadeloupe, 2162 nouveaux cas ont été enregistrés, soit 200 de moins que la semaine dernière. Le taux de positivité, lui, passe de 17 à 15,5%. 9 patients sont actuellement en réanimation et un décès a été enregistré, soit un de moins que la période précédente. Et on compte 325 nouvelles injections sur la période, principalement des troisièmes injections, sans doute pour les mises en formalité. Et depuis quelques jours, le monde occidental redécouvre la variole du singe, une maladie cousine de la varicelle en moins dangereux. Plusieurs cas sont, semble-t-il, apparus soudainement, dont 5 en France hexagonale. Ce qui intrigue les experts, c'est l'apparition simultanée de cas dans plusieurs pays d'Europe sans qu'ils soient liés à des retours de pays d'Afrique où la maladie est endémique. Pas de quoi s'inquiéter, en tout cas selon les autorités qui entendent circonscrire l'épidémie rapidement, mais qui évoquent tout de même une vaccination des cas contacts. Nous sommes partis à votre rencontre, savoir déjà si vous êtes au courant et ce que vous en pensez. Le reportage. Vous avez entendu parler de la variole du singe? Oui, tout à fait. Ah non, pas tant que ça. Qui t'a parlé de ça? Oui, j'ai entendu parler de la variole du singe. De quoi? La variole du singe. Oui, j'ai entendu parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut penser? Non, pas du tout. Je vous avoue qu'en ce moment, je ne suis pas trop les informations. Oui, j'ai entendu parler de ça sur les réseaux. Je ne sais pas quoi penser et c'est bizarre. Juste après le Covid, encore une fois, c'est voilà. Honnêtement, je n'ai pas trop d'avis dessus. Hein. Moi, tout ce que je souhaite, que ça arrive pas en Guadeloupe, quoi. Eh bien, pour moi, c'est faux. Après, bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. J'ai pu comprendre, c'est quelque chose qui a été manipulé encore par l'homme. Eh bien oui, on commence à en entendre parler. C'est encore un virus qui nous tombe dessus, qui va peut-être encore nous compliquer la vie. Ça soit difficile pour nous, hein. On vient de sortir dans une histoire de Covid et pour entrer dans ça, alors... Par contre, ça fait un bouton, la cloque, là, si pour, oh là là, messieurs, par contre, et en ça. Messieurs. méchant. Je sais pas. Comme on dit, y a plein de choses qui se disent, plein de choses qu'on découvre maintenant. On ne sait pas si c'est de la nature, si c'est de l'homme. Donc on ne peut pas dire plus. Je ne suis pas trop intéressée puisque après le Covid, ça apparaît. Oui, j'ai entendu ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oh, pour moi, chaque jour, chaque année, dès qu'il y a un fait, il y a un autre qui arrive. Si, et justement, par rapport à cette pandémie, ils veulent donner encore un vaccin. Est-ce que vous allez vous faire vacciner? C'est mort. Oh non. Là, je vous arrête tout de suite. Histoire de vaccin, là, il faut que ça soit sûr. Moi, Abbé parle de vaccin à la télé. Parce que c'est tellement compliqué à aller là. Donc, Abbé parle de ça. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Déjà que je ne suis pas vaccinée contre la Covid, donc non, ça ne m'intéresse pas. Anti-vaccin. Anti-vaccin. Parce que, à part ça, qu'il y a dedans, franchement, après papa habite, il n'y a pas ça qu'il y a dedans. Ah, après que peu près, parce que ça va qu'il y a dedans. Oui, qui dit pandémie dit vaccin, mais je ne veux pas me faire vacciner pour autant. Un micro-trottoir signé Michel Depape. Et EDF Archipel Guadeloupe et le cyberbus de la région Guadeloupe sillonnent en ce moment l'archipel pour vous sensibiliser à l'utilisation des outils numériques. L'occasion de revenir aussi sur le chèque énergie et vous donner des astuces pour réduire votre consommation et de fait vos factures. Le reportage. Aujourd'hui, c'est une action que nous menons conjointement avec la région Guadeloupe
qui justement nous a mis à disposition le cyberbus pour plusieurs objectifs. Le but est vraiment d'accompagner la population à l'usage du numérique, donc pouvoir rompre la fracture numérique sur le territoire, de pouvoir aussi accompagner la population à l'utilisation de leur chèque énergie, parce qu'il y a beaucoup de populations, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent le chèque énergie à leur domicile et qui aujourd'hui ne savent pas l'utiliser. Et comme il faut l'utiliser en ligne, quoi de mieux de pouvoir les accompagner. Pour aller un peu plus loin, c'est de pouvoir aussi donner des conseils en économie d'énergie, parce que les économies d'énergie, c'est le nerf de la guerre, et mieux on arrive à maîtriser sa consommation, mieux on arrive à pouvoir gérer en tout cas le paiement de ses factures par la suite. J'espère que les gens pourront améliorer leurs factures d'électricité avec des habitudes qui sont dirigées par nos confrères concernant les manipulations, et pour pouvoir faire des économies d'électricité et changer le quotidien avec de meilleurs comportements. Aujourd'hui, effectivement, l'idée c'est d'être dans la proximité des clients. Aujourd'hui, c'est EDF et la région qui sont dans la proximité des clients pour pouvoir les accompagner sur toutes les thématiques que j'ai dit tout à l'heure. Donc cette action, effectivement, elle sera répétée aussi souvent que possible en tout cas. L'idée c'est de pouvoir faire le tour des communes, de pouvoir vraiment sillonner en tout cas toute la Guadeloupe pour que ça puisse être bénéfique pour tout le territoire. Premièrement, leur expliquer qu'est-ce que c'est que le dispositif chèque énergie, comment ils ont pu en bénéficier, parce que c'est un vrai bénéfice aujourd'hui de pouvoir avoir un chèque énergie pour payer ses factures, parce que c'est une aide de l'État. Donc nous aujourd'hui on est là pour pouvoir les aider à l'utiliser et de faire en sorte que les années suivantes, ils n'auront plus aucune démarche à effectuer à ce niveau. Moi, je pense que c'est une bonne opération parce que je voulais un renseignement. Donc, je l'ai eu et j'ai été très bien informé et je leur dis félicitations. Restez connectés sur les réseaux sociaux, donc le Facebook de EDF Guadeloupe, le Twitter d'EDF, notre page EDF Guadeloupe.gp, EDF.gp pardon. Dessus, vous allez pouvoir avoir toutes les prochaines dates auxquelles nous allons participer dans les prochaines communes avec le cyberbus de la région. Et j'ai envie de vous dire, nous sommes à Dotémar aujourd'hui jusqu'à 14h, donc venez nous rejoindre pour pouvoir avoir des conseils en économie d'énergie, pour pouvoir être accompagné pour votre chèque énergie et pour pouvoir répondre aussi à vos demandes sur votre contrat EDF. Et maintenant, je reçois Yannick Seprika, responsable adjointe du service vie et animation des quartiers à la ville de Bémao. Elle est en compagnie de Pierre Vénutolo, adjoint au maire à la prévention de la délinquance et à la vie et animation des quartiers, également à la ville de Bémao. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de nous recevoir. La ville de Bémao, donc, qui se prépare à fêter les voisins. Bon, la date, c'est le 29 mai prochain, la date nationale, effectivement, pour célébrer ce bon voisinage. 2 ans d'absence de manifestation due au Covid, forcément. Est-ce que vous revenez fort cette année ? Absolument. Donc, en fait, c'est vrai que c'est le 29 mai, la date officielle, mais nous le faisons, nous, sur 2 semaines. Donc, on a déjà commencé la fête des voisins depuis le 13 mai. Et nous sommes en plein dedans. Donc, la fête bat son plein en ce moment sur Bémao. Pourquoi 2 semaines de fête des voisins chez Bémao ? Alors, parce qu'on a on le fait dans plusieurs quartiers. Donc, c'est vrai qu'en termes de logistique aussi, pour accompagner la population, c'est un peu mieux. Donc, on a choisi en tout cas d'étaler sur 2 semaines. Donc, essentiellement le week-end. Mais nous sortons aussi actuellement de la fête de Font-Richer. Donc, nous y étions en ce moment. Ça se passe très bien et d'ailleurs nous invitons donc les voisins à s'y rendre. C'est jusqu'à 22h donc ce soir. Est-ce qu'on peut dire que les Bémaotiens ont déjà repris un peu l'habitude de sortir, justement de participer aux événements ? Alors c'est vrai qu'on a une petite réticence de certaines personnes, c'est normal, donc après les 2 ans. Mais je crois qu'il y avait un gros manque. Les gens ont besoin de se retrouver, ont besoin d'échanger, de discuter, de sortir un peu de cette morosité, de ces temps compliqués où on a été donc confinés, on a eu les jauges, etc. Et donc il y avait une vraie demande. D'ailleurs, on voit que les voisins sont présents, ils ont besoin d'échanger, besoin de discuter, besoin de boire, de manger, de rigoler ensemble. Et donc ça me paraît être une belle occasion en tout cas de le faire. Ouais. Donc après avoir bien fermé les portes et fenêtres, là, c'est ouverture. Absolument, on n'est plus isolé, on va dehors, on va chez les voisins, on rigole, on s'amuse, absolument. Oui. Alors, qu'est-ce qui est prévu justement pour la semaine restante ? Alors, on ne va pas dire la semaine restante, on va dire les 2 derniers jours, plutôt samedi 28. Alors, il y aura 2 manifestations, une à Font-Sarail et une à la maison de quartier de Calvaire. Donc, à Font-Sarail, on va commencer par le repas traditionnel, comme tous les matins, le petit didico. Après, il y aura du relooking, après, il y aura de l'amusement, après, il y aura du partage. Relooking pour les mamans, particulièrement ? Absolument, parce que c'est la fête des mères dimanche, donc il faut être belle.
Voilà. Donc, tout un programme de prévu à Fonsarail, et ceci jusqu'à 18h. Et à Calvaire, le même jour, ça commence à 16h, avec un débat, avec un partage, et pour finir, un punch en musique. Donc le but, c'est un peu d'aller de quartier en quartier aussi? Absolument, absolument. D'aller en quartier, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à Bémao, nous avons des maisons de quartier. Donc, les maisons de quartier sont implantées dans les quartiers. Donc, on fait venir la population dans les maisons de quartier, dans les parcs, par exemple, à Fonsarail. On ne sera pas dans une maison de quartier, mais on sera dans un parc. Voilà. Oui, on fait sortir la population un petit peu de chez eux, quoi. Donc, Didiko et relooking au programme. Oui. Dans un premier temps. Absolument, à Fonsarail. Et punch en musique pour finir à Calvaire, à la maison de quartier. Punch en musique? Punch en musique. C'est surtout le punch ou surtout la musique? C'est plutôt la musique. Plutôt la musique. Ça dépend du punch aussi. Je crois aussi, hein, parce que s'il est bon. Alors, tout le monde est convié, forcément? Absolument, les petits, les grands, les seniors, les jeunes adultes, tout le monde. Et c'est vrai qu'à l'instant, on était à Font-Richer et il y avait beaucoup de jeunes. C'est vrai que les jeunes aussi, ils ont envie de sortir. Et il y avait un jeu qui s'appelle Macocagne. Ah, le Macocagne. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on prend un gros poteau, on le graisse bien comme il faut, voilà, les cadeaux sont tout en haut. Absolument. Et on monte, et on monte, et on monte. On s'appuie sur la copine, on s'appuie sur le copain, et on monte. Travail d'équipe nécessaire. Hein. Absolument. Et en fin de compte, ils étaient contents. Ils ont gagné. Ils ont gagné quoi, M. Benitolo? Alors, je ne sais pas. Donc, je vais retourner tout à l'heure pour voir quel prix ils ont reçu. Mais il y avait quelque chose à gagner, évidemment. Oui, c'est ça. Ils ne seraient pas montés pour rien, les jeunes. Ah, dans tous les cas. Et vous notez plus de participation, justement, des jeunes de Bémao? Alors, ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers où il y a beaucoup de jeunes. Donc, mais les jeunes sont très présents. Notamment, c'était le cas sur Moudong. Là encore, à Font-Richer. Donc, mais c'est surtout un moment de rencontre aussi intergénérationnelle, puisqu'on a les petits, les moins jeunes. Et donc, c'est un moment important dans la vie de la cité de faire se rencontrer donc les aînés et les plus jeunes. Alors, on va, avant de se quitter, donner les 2 derniers rendez-vous, justement, de cette fête des voisins à Bémao. Oui, alors le samedi 28 mai 2022 à Fonsarail et le samedi 28 mai 2022 à la maison de quartier de Calvaire. Donc ça s'enchaîne, Fonsarail le matin jusqu'à l'après-midi, et après effectivement à Calvaire à partir de 16h pour participer aux activités. Voilà, c'est ça. Sans oublier, si vous voulez, à Font-Richer dès ce soir. Ah, effectivement, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir nous parler effectivement de cette fête des voisins, 2 semaines sur Bémao. Normalement c'est une journée, mais à Bémao c'est sur 2 semaines. Parlons maintenant des équipes en charge des fonds européens à la région Guadeloupe qui se rendent dans le sud Basse-Terre pour présenter les dispositifs aux entrepreneurs. Des visites qui mettent l'accent sur le secteur agricole et ses financements spécifiques. On se rend à Courbert. La région Guadeloupe, en sa qualité d'autorité de gestion des fonds européens, a souhaité mettre en place ce type d'événement pour apporter l'information aux porteurs de projets sur tout le territoire. Nous avons démarré ces réunions à Marie-Galante. Nous sommes aussi allés au-devant des porteurs de projets du Nord Grande-Terre, du Nord Basse-Terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Sud Basse-Terre pour présenter tous les dispositifs cofinancés par le FEADER, donc le Fonds européen pour le développement agricole et rural, sur ce territoire. Cela permet d'avoir des informations concernant les différents dossiers que nous pouvons prétendre. Nous pouvons avoir différentes subventions par rapport au FEADER. La région qui appuie également ce projet, je trouve que c'est quand même bénéfique. Et selon moi, la plupart des jeunes entrepreneurs peuvent avoir des réponses à de nombreuses questions. Très concret, très pragmatique. Et la ville de Goubert a voulu s'associer à cette démarche économique pour que le territoire de Goubert soit beaucoup plus attractif et que les porteurs de projets s'arrêtent, investissent, créent de la richesse et au final des emplois pour nos enfants. Nous venons aujourd'hui avec une équipe d'experts. Vous avez des experts du Conseil régional, mais aussi de la DAF et de la Chambre d'agriculture, donc qui apportent l'expertise technique sur les projets et comment les faire financer par les fonds européens. Mais nous avons aussi un partenaire qui est France Active, qui lui va s'occuper donc de rechercher le cofinancement, la recherche de financement direct avec ces porteurs de projets. On sait que beaucoup de projets de la ville de Goubert ont été financés par les fonds européens, dont la région et l'autorité de gestion. Mais c'est vrai qu'il faut passer à la phase pratique, au cas pratique, et accompagner les porteurs de projets dans la réalisation de
activité. Généralement, il faut avancer les fonds. Il faut se dire que le jeune entrepreneur n'a pas les fonds qu'il a besoin. Le but de l'entrepreneur, c'est de demander des fonds qu'il n'a pas. Là, on vous demande déjà, dès le départ, de fournir des fonds et après être remboursé. C'est totalement l'opposé. Donc c'est pour cela que pas mal de jeunes, quand je dis jeunes, quel que soit l'entrepreneur, ont pas mal d'idées, sont porteurs de projets, mais qui n'aboutissent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'il faut. Malheureusement, autre point, il y a également les banques qui ne suivent pas ces jeunes. Et vous le savez, ces prochains jours, il y aura beaucoup de manifestations autour de l'abolition de l'esclavage, puisque nous rentrons dans la dernière semaine de célébration. Et la ville du Gosier et la Riviera du Levant organisent un gros concert avec Jean-Michel Lesdel. Et pour en parler avec moi ce soir, nous avons Emmanuel Gordien, le président du comité Marche 98, qui co-organise effectivement cet événement. Bonsoir, monsieur Gordien. Bonsoir. Alors avant d'en venir à la manifestation effectivement organisée par la CARL, comment effectivement se porte le comité Marche 98 en ce moment? Mais écoutez, je pense que nous nous portons bien, dans la mesure où les objectifs que nous nous fixons en général, nous les atteignons. Et là en particulier, il y en a un gros, c'est que nous voulons que l'État français réalise un projet que nous lui avons soumis il y a déjà 4 ans, il y a 5 ans même, et c'est un projet de faire un mémorial national en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, un mémorial sur lequel seraient gravés de façon permanente les noms de toutes celles et ceux que nous avons trouvés qui ont vécu jusqu'en 1848 ce martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Donc pour l'instant, nous avons fait une manifestation extrêmement importante ce 23 mai dernier, avec la participation, nous avons été agréablement surpris de la nouvelle ministre des Outre-mer, qui était présente. Et Madame Yael Braun-Pivet. Absolument. Qui a parlé d'ailleurs, qui a fait référence à ce mémorial qui devrait... Bien sûr, alors elle a effectivement pris la parole dans cette manifestation républicaine qui était faite à Saint-Denis. J'étais moi aussi parmi les intervenants et je l'ai justement interrogé très précisément sur cette question. Et puis par la suite, nous avons discuté. Donc elle a réaffirmé l'engagement de M. Macron qu'il avait pris déjà. Donc nous, on sait une chose, c'est que les engagements n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc nous, on va rester complètement véatifs et on va travailler comme d'habitude, bien sûr. Mais est-ce que vous avez l'impression déjà que c'est plus évident de faire passer ce genre d'idées auprès du gouvernement? Alors, nous, en 2017, quand on a fait la proposition, le 23 mai 2017, à M. Hollande qui était encore là, puis M. Macron, tous les deux ont trouvé ça extrêmement pertinent. Mais ce qui s'est passé, c'est que derrière, ça n'a pas suivi. M. Macron a fait un texte extrêmement intéressant qui s'appelle « Le temps des actes », dans lequel il y avait 3 propositions. La première, c'était que le mémorial Acte à la Guadeloupe devienne un musée de plein exercice. La deuxième, c'était que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage soit effective, soit mise dans ses fonctions. Et la troisième, c'était qu'il y ait ce mémorial. Et les 2 premières propositions ont été accomplies, la dernière pas encore. Alors évidemment, on nous dira il y a eu la Covid, il y a la guerre en Ukraine, c'est vrai, mais il faut que là on ait un calendrier. Et moi je l'ai, dans mon intervention du 23 mai, j'ai directement interpellé la ministre en lui disant, voilà, ce qu'on veut, c'est que l'année prochaine, le 23 mai, qui est une date nationale, en hommage aux victimes de l'esclavage, que M. Macron dévoile ce monument ce jour-là et que la cérémonie nationale se fasse et qu'il y ait des prises de parole importantes une prise de parole importante de sa part. Voilà, c'est la proposition que j'ai faite et on va s'y tenir. Est-ce que la statue de solitude, on peut dire qui a été installée à Paris, c'est un lot de consolation en attendant? Je ne sais pas si c'est un lot de consolation, mais ce que je sais, c'est qu'on a fait, il y a eu beaucoup, si vous voulez, de bruit autour de ça, notamment avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Mais si vous voulez, la portée est très limitée dans la mesure où... bon, déjà pour l'annulatrice aussi, j'ai vu des historiens d'ailleurs qui ont dit oui, mais c'est quoi, pourquoi, comment, etc., un mythe, etc. Alors ça pose question. Moi, ma question surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est que cette histoire de l'esclavage, c'est une histoire qui a construit notre société. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris l'essentiel. Et c'est ce que nous essayons de dire régulièrement. Là, nos sociétés n'existaient pas avant. Il y avait des Peuls, il y avait des Yoruba, il y avait des Fonds, il y avait
il y avait beaucoup d'ethnies qui ne se comprenaient pas d'ailleurs, qui ont été déportées, mises en esclavage dans un pays où il y avait déjà un peuple qui vivait avant, qui avait de grandes cultures, les peuples des Kalina, qui ont été pratiquement exterminés. Et c'est dans le creuset de l'esclavage que nos sociétés vont se créer, vont créer des cultures. Et donc, toutes celles et ceux qui ont vécu l'esclavage, ce sont celles et ceux qui sont comptables de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes leurs héritiers. Et c'est pour ça que ce qui est essentiel, c'est de les honorer. En tout cas, c'est notre philosophie. Donc le mémorial d'une part parce qu'il faut effectivement honorer les ancêtres, mais d'autres vous diront que ce ne sera pas suffisant, qu'il faut encore la question des réparations et que tant que les réparations ne sont pas faites, qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation. La question des réparations, c'est une question intéressante, mais en même temps c'est une question, moi je la pose différemment, je dis réparer quoi ? Et quand on la pose comme ça, on voit que c'est un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi c'est un tout petit peu compliqué ? Parce que vous le savez que nous tous, dans nos familles, nous avons à la fois des descendants de colons et des descendants d'esclaves. Donc les colons esclavagistes, c'est esclaves. Alors à un moment donné, la question qui va se poser, c'est qui est-ce qui va réparer quoi ? Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas ce que nous avons compris au CM98, parce que nous avons fait un travail quand même avec plus de 1200 réunions publiques, plus de 650 groupes de parole, on s'est rendu compte que cette histoire de l'esclavage, elle est douloureuse et honteuse à porter. Et vraiment, c'est notre expérience dans l'Hexagone. Nous avons vraiment mobilisé beaucoup de gens autour de cela. Et ce que nous avons compris, c'est que cette histoire-là apparaît comme une sorte de honte persistante. Et effectivement, nos gens veulent n'honorer que les héros. Alors, les héros, évidemment, on va créer des héros même artificiels parfois, mais c'est vrai que les héros sont importants parce que c'est eux qui permettent de cristalliser une résistance. Mais ce qui est important de savoir, c'est que toutes celles et ceux qui ont résisté à l'esclavage, qui ont survécu, sont des résistants en tant que tels. Et c'est tout le monde qu'il faut honorer. Et c'est pour ça que... Donc le mémorial serait là pour honorer déjà de façon plus large ? Le mémorial, c'est pour justement mettre en avant toutes celles et ceux qui ont combattu, qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui. C'est ça, ils ont résisté. Moi, je dis toujours à nos gens, je dis à mes jeunes, je dis à mes enfants, qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à leur place ? Et c'est pour ça que nous, ce que nous voulons surtout, ce que nous avons fait, c'est que nous avons retrouvé tous ceux qui ont été affranchis en 1948 et qui ont reçu un nom à ce moment-là. Ça fait partie d'ailleurs du speech que je dois faire, de la conférence que je dois donner demain après-midi à 16h. On a fait un travail de plus de 10 ans. Nous avons retrouvé 150 000 personnes en Guadeloupe et en Martinique qui étaient esclaves jusqu'en 1948 et qui, à partir de là, ont reçu un nom. Et c'est ce que je vais raconter demain, donc à 16h, dans la conférence pour laquelle on m'a invité. Et je suis très, très honoré de cela. J'ai écrit plusieurs articles là-dessus. On a fait 2 beaux livres là-dessus. Non, nous, le livre de notre famille guadeloupéenne, et non, nous, le livre de notre famille martiniquaise, parce que dans la migration, nous sommes martiniquais et guadeloupéens, nous sommes antillais en fait. Donc il y a comme ça une nouvelle communauté qui s'est constituée et qui d'ailleurs, sachez-le, est plus importante en nombre que les Guadeloupéens en Guadeloupe et que les Martiniquais en Martinique. Donc il y a un gros potentiel là-bas de gens qui se posent des questions sur ce qu'elles sont dans la France avec d'autres nationalités. Tenez, dans la commune où j'habite, il y a 120 nationalités différentes. C'est comme extraordinaire. Et nous sommes dedans. Qu'est-ce que nous apportons ? Est-ce que nous sommes respectés ? Est-ce que nous sommes fiers de l'être ? Comment nous nous considérons dans ce grand pays-là ? Et je crois qu'il y a une difficulté pour nous, pour nos enfants. Et c'est pour ça que ce travail, justement, sur nos origines, on a remarqué que c'est d'abord là qu'on nous attend, qu'on nous respecte, quand nous assumons nous-mêmes cette histoire. Elle n'est pas de notre faute, c'est un crime. Nous avons survécu à ce crime. Nous avons créé des musiques, nous avons créé des langues, nous avons créé des cultures, nous avons créé une résistance quelconque. Mais le problème, c'est que nous savons bien survivre au crime, mais maintenant, il nous faut vivre vraiment, développer des valeurs qui nous sont communes. Et c'est un petit peu l'essence du travail que nous faisons sur cette question de l'esclavage. Donc, nous sommes un jeune peuple. Nous, Antillais, nous sommes un jeune peuple qui doit composer avec d'autres sociétés, dont la société française en particulier. Vous pensez qu'on arrivera à trouver un équilibre, un juste milieu dans tout ça ? Alors, jeune peuple, je ne vous fais pas dire, il n'y a que 76 ans qu'officiellement nous ne sommes plus décolonisés. On a été esclaves pendant 213 ans. Ensuite, de 1848 à 1946, 98, on était quoi ? On était décolonisés. Mon père est né d'une colonie. Et à partir de 40, on est département français. Alors, officiellement, on a fait 76 ans seulement que nous ne sommes pas colonisés. Donc, un jeune peuple qui, pourtant, a des potentialités énormes.
en partie qui a une résilience, un génie créateur. Et le problème, c'est que pour l'instant, nous portons aussi les stigmates de la société qui nous a construites, notamment une division trop importante, couleur de peau. Nous avons aussi des troubles de l'estime de soi. Nous ne sommes pas totalement... il y a je connais un petit jeune extrêmement brillant à l'école. Je dis à son père, tu vois, il faut qu'il fasse l'ENA, ton fils. Il me dit, quoi? Ça va pas? Non, l'ENA, c'est pas pour nous, ça. Pourquoi c'est pas pour nous? Donc, il n'y a pas de raison. Donc, en fait, nous-mêmes, nous nous auto-limitons, mais ça, on évolue sur cette question-là de façon importante. Et je crois que le fait, c'est justement... pas parce qu'on se perçoit trop par le prisme de l'autre. Alors, en effet, mais ce qu'il faut se dire, c'est que cette société a été créée dans l'esclavage. C'est ce que je disais tout à l'heure, elle n'existait pas avant. Avant, vous avez plusieurs peuples différents qui avaient des cultures ancestrales importantes, mais une fois qu'elles sont amenées, elles ont passé le bateau, le passage du milieu, et qu'elles sont arrivées sur le territoire en esclavage, sans avoir de droits, sans pouvoir rester en justice, en temps des choses, n'ayant plus de nom, ne pouvant plus faire leur culture, eh bien là, il y a un autre peuple qui se construit, qui est très différent de ceux qui sont arrivés, parce qu'il n'y a pas eu cette unité, n'est-ce pas? Et donc c'est pour ça que c'est important qu'on analyse. Et cette période de l'esclavage, c'est vraiment le moment où il importe que nous réfléchissions sur nous et sur notre société. Il importe que nous réfléchissions un petit peu sur nos réflexes, que nous réfléchissions sur nos objectifs, ce que nous voulons vraiment, sur nos ambitions. Et je crois que c'est tout cela que quand on réfléchit sur l'esclavage, c'est pas pour réfléchir simplement sur l'abolition de l'esclavage. Et là, c'est une question aussi qui me paraît importante. Simplement parler de l'abolition de l'esclavage me paraît réducteur. Il faut parler effectivement de l'abolition de l'esclavage, c'est une phase importante. Il y a beaucoup de gens qui sont battus pour ça, à la fois de notre côté et du côté aussi de la France. Mais il faut aussi parler de ces personnes qui ont vécu l'esclavage. Il faut penser à elles. Nous, on a fait notre manifestation le 23 mai à la République, où nous avons construit un mémorial avec des noms, des prénoms et des matricules d'esclaves sur une belle sphère, un beau monument. Et bien, nous avons recouvert ce monument de fleurs. Il y a des enfants qui viennent, qui voient leur nom marqué, le nom, le matricule d'esclave, le prénom, leur nom de famille. Ils savent que c'est lui qui a été à l'origine de la famille. On met une fleur pour ces gens-là. Et d'un point de vue symbolique, c'est important. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que tout et qu'il nous faut respecter par-dessus tout. Et je crois que c'est ça, ce temps de réflexion, on doit aller jusque-là, essayer de se comprendre un peu mieux. Alors, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et la ville du Gosier, donc, ont préparé toute une programmation pour célébrer justement la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il y aura la partie concert, effectivement, donc le vendredi 27. Vous êtes plus, donc on a fait beaucoup appel au CM98 pour animer justement cette conférence sur l'origine des noms de famille des Guadeloupéens. Vous pensez qu'à terme, chaque Guadeloupéen pourra retrouver son ancêtre ? Je vais plus loin, je dis tout Guadeloupéen peut savoir très précisément qui a été l'esclave de sa famille, pour deux raisons. La première, c'est que nous avons fait donc ce travail systématique de recueil de tous les esclaves qui étaient esclaves en 1848 et qui ont été affranchis. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont recevoir des noms de famille. Et c'est ce que je raconterai demain. Je vous invite donc nombreux à venir écouter cette conférence, parce que c'est un gros travail que nous avons fait depuis plus de 10 ans. Nous avons fait des articles là-dessus, des livres là-dessus, je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Et le deuxième point, c'est que nous avons fait ce travail de généalogie. Généalogie en société post-coloniale et post-esclavagiste, c'est pas évident, parce que les esclaves n'ont pas d'état civil. C'est ce que je montrerai. Et nous avons tout de même trouvé comment faire cette généalogie. Et nous pouvons, et je vous le dis, nous avons créé une grosse base de données dans un site internet que nous avons appelé Enchoukage. Enchoukage, parce que nous on a voulu que ce site ait le nom avec la langue des gens qui ont créé cette langue, et c'était évident, pour nous c'était évident, donc on a créé ce mot après un go brainstorming qu'on a fait, Enchoukage, enraciner les choses, et donc si vous voulez, les gens peuvent, en tapant leur nom de famille sur Enchoukage, savoir si le nom y est, c'est que c'est quelqu'un qui a été affranchi en 48 et qui a reçu le nom à ce moment-là. Alors cela dit, on va expliquer, puisque le lendemain, le 27, de 14h à 18h, on a un atelier de généalogie. Alors il y a plusieurs responsables de mon équipe de généalogie là-bas qui ont fait le déplacement et qui vont donc encadrer donc un atelier de généalogie où on va montrer aux gens la démarche de généalogie. Comment est-ce qu'à partir de nous,
papa, grand-papa, grand-maman, arrière-grand-maman, comment est-ce qu'on arrive à cet esclave? Il y a une démarche extrêmement précise que nous avons faite. Et puis tenez-vous bien, il y a une chose que nous avons faite aussi, que vous savez que les esclaves, on les enregistrait à l'abolition sur des registres. J'en parlerai aussi des registres des nouveaux livres. Mais figurez-vous qu'il y en a 8 qui ont été perdus, qui ont été brûlés, qui ont disparu. D'accord. Et bien, nous avons trouvé une méthode pour les reconstituer, et nous les avons reconstitués, notamment pour Bémao. Si vous prenez les archives de Bémao, vous verrez qu'il y a 5 noms. Et bien, aujourd'hui, nous en sommes à 1925 précisément, si je me souviens bien. Donc, on a reconstitué tout ça par une méthode que nous avons trouvée, et ça nous permet de dire, en plus, alors ce que je n'ai pas dit en plus, c'est que nous avons aussi fait la liste de tous ceux qui ont été affranchis avant 1848. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on aura, en gros, à peu près tout ça. Alors, il y a un autre élément aussi que je dois dire, que j'ai expérimenté pour moi personnellement avec les parents du côté de ma mère, c'est qu'avec un fonds d'archives que nous avons acquis, les archives des notaires, parce que l'esclave, c'est un bien meuble qu'on vend, qu'on achète. Quand il y a une cession de propriété, il y a une liste avec des noms des esclaves et prénoms, avec les matricules. Et bien nous, avec ce fonds d'archives notariés, j'ai pu retrouver le prix de mes parents. Okay. Je sais à quel prix on les a vendus. D'accord. Et j'ai pu même alors retrouver des parents dont on n'aurait jamais entendu parler d'eux parce qu'ils sont morts avant l'abolition de l'esclavage, donc ils n'auraient jamais existé. Mais pourtant, des archives notariées, on voit que, par exemple, mon arrière-grand-mère Manette Diman du côté de Gourbert, qui a une fille Louise, eh bien on voit qu'il n'y a pas que Louise, il y en a 4 autres avec elle, les Inettes, Damien, etc. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et nous, on a donc un objectif de faire une grosse base de données qu'on va appeler identité et généalogie des esclaves des dernières colonies françaises. Et on a déjà un partenariat avec la Guyane, donc on aura tous les 13 000 noms de la Guyane. On est en train de parfaire ce partenariat avec la Réunion, et on aura donc les 61 000 noms de la Réunion. Comme ça, on aura une vraie base de données, et comme ça, nous pourrons exactement comprendre quels sont ceux d'entre nous qui ont été jusqu'au bout de l'esclavage et qui ont fait que nous soyons là aujourd'hui. Donc des travaux qui seront restitués donc ce jeudi 26 mai à partir de 16h à la salle Léopold Hélène à la mairie du Gosier. Et vous aurez donc un atelier généalogie donc le vendredi 27, toujours un atelier généalogie mais à Lens-Tabarin cette fois-ci au Gosier. Et si on veut avoir une idée des travaux, donc vous avez le site, est-ce qu'on pourrait revoir le site? Alors le site c'est anchoukage.org, alors en créole c'est A-N-K-O-U K-A-J, Anchoukage, C-H-O-U-K-A-J. Anchoukage. A-N-C-H-O-U-K-A-J. Anchoukage.org. Je vous invite à y aller tout de suite et faites la recherche et vous verrez, vous serez extrêmement surpris. Je n'y manquerai pas. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Emmanuel Gordien. Je le rappelle, président du comité Marche 98, d'être venu sur ce plateau ce soir. Et merci également pour les travaux que vous réalisez en termes de généalogie. Donc, nous permettre effectivement donc, de retourner à la source, à savoir quel ancêtre on avait qui était esclave, son numéro de matricule. Absolument. Et peut-être même le prix de vente. Ça doit quand même faire. Ça va être après. Mais ça, c'est la seule chose qui m'a vraiment noué ici. C'est pas évident. D'autant que celle que j'ai connue avait un prix, et puis on l'a revendue à un prix beaucoup moins cher parce qu'il est marqué qu'elle avait une plaie de la jambe droite. On a même ces éléments-là dans ces archives-là. On peut avoir plein d'éléments comme ça, et nous sommes en train actuellement de dépouiller tout ça pour faire une vraie grosse base de données qui nous permet de mieux comprendre ce qu'ont vécu ses parents dans cette période-là. Merci beaucoup, monsieur Gordien, pour le travail réalisé. Et dans le cadre de la fête des mamans, la ville des Abîmes anime le centre et les commerces avec une grande tombola. La municipalité a également mis en place un stand photo pour permettre aux enfants de réaliser leur carte de vœux. Le reste en images. Eh bien, nous sommes en plein centre-ville. Eh bien, vous savez, la ville des Abîmes fait partie du dispositif ACV, Action Cœur de Ville. Eh bien, aujourd'hui, c'est la 2e édition de l'opération Viens en centre-ville, acheter dans le cadre d'opération Fête des Mères. Eh bien, aujourd'hui, nous avons initié 2 parties. Une partie pour permettre à la population de venir au sein de l'Office du tourisme pour faire des photos, je dirais des très belles photos pour pouvoir offrir à leurs parents, jeunes, ou encore les parents même peuvent venir faire des photos dans le cadre de cette opération. Mais aussi aujourd'hui, nous avons voulu porter l'accent sur une dynamique économique en faisant une tombola pour permettre aux habitants de venir acheter au centre-ville. Donc c'est l'opération porte à la fois sur un volet économique pour faire venir au centre-ville acheter et d'autre part faire un moment particulier par rapport à la fête des mères. Alors, pour moi, personnellement, la fête des mères, c'est tous les jours. Bon, c'est vrai qu'on a choisi un jour dans l'année pour fêter nos mères, donc je trouve que c'est une très bonne chose. Mais cependant, pour moi, la fête des mères, c'est tous les jours.
C'est tous les jours qu'on devrait choisir ce qu'on veut donner à notre maire. Pour le jeu, moi je trouve que c'est une très bonne chose que le maire ait pensé à animer déjà le petit centre commercial et penser à animer et penser aussi à nos mamans. Et donc je crois que c'est une très bonne chose que les gens du service aient pensé à nos mamans. Voilà. Et donc je disais tout à l'heure, je profite pour souhaiter une très bonne fête des mères à tous nos mamans, mais nos mamans clients déjà de la maison Coiffure 16 et tous les mamans de la Guadeloupe et du monde entier. J'invite toute la population et surtout les enfants, les jeunes à venir au centre-ville pour pouvoir participer à cette belle opération, faire une surprise à ses parents, mais aussi aux parents de venir faire une photo dans le cadre de cette opération réalisée dans le dispositif Action Cœur de Ville. Et je voudrais dire que cette nouvelle édition associe les commerçants du centre-bourg, du centre-ville. Eh bien, c'est pour vous montrer que nous voulons véritablement que notre centre-ville soit un centre-ville où on veut venir acheter et on se sent bien. La ville des Abîmes, et bien entendu le maire des Abîmes que je représente, souhaite à l'ensemble de la population une bonne fête des mères et leur dit de bien vouloir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.